Peut-être que j'ai le cœur un peu trop tendre, mais quand je vois la manière dont les crypto-monnaies se sont fait récemment massacrer par le marché, ça me fait un peu de peine. Parce que bien sûr, vous savez ce que je pense de l'investissement dans les cryptos. Pour moi, c'est le monde de la spéculation, c'est le monde des vendeurs de rêves, c'est le monde de rendements mirobolants qui sont absolument irréalistes sur le long terme. Mais dans le même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de sympathique dans l'enthousiasme qu'il y a autour de nouvelles technologies et des promesses qu'elles transforment notre monde. Je voudrais donc profiter de cette période de désamour vis-à-vis des cryptos pour partager avec vous l'extrait d'un échange que j'ai eu avec deux acteurs de cet univers. Nous avons commencé par réfléchir à ce que signifiait le Web 3.0, notamment pour les créateurs. Alors, pour lancer cette discussion, moi, je voudrais qu'on aborde la question de ce que ça veut dire que le Web 3.0. Alors, pour mettre un peu de contexte, le Web 2.0, c'est quelque chose qui a profondément transformé tous les secteurs d'activité. Je me souviens quand je suis passé de faire des cours à l'université à je lance une chaîne YouTube, au début, tout le monde pensait que c'était délirant. Tout le monde me disait, mais t'es débile, tu te rends compte, tu te rabaisses à aller sur YouTube, alors que l'université, voilà, c'est là qu'est le savoir. Et aujourd'hui, je dois refuser des demandes d'université qui me demandent d'aller faire des cours pour apprendre à leurs élèves ce que ça veut dire de devenir YouTubeur. Donc, il y a eu un changement profond. Le Web 2.0 a eu un impact profond sur la manière dont on communique, sur la manière dont on crée. Il y a beaucoup de domaines du savoir qui ont été transformés, beaucoup d'industries qui ont été transformées. Et la question que je voudrais vous poser, c'est le Web 3.0, qu'est-ce que ça veut dire ? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il faut commencer à y réfléchir? Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'entrepreneur, le créateur? Ou est-ce que c'est encore très tôt pour en parler? Pour faire simple et revenir sur tout ça, Web 1, on lit, Web 2, on lit et on écrit, Web 3, on a la propriété comme on peut l'avoir dans le monde réel, et ben là, on peut l'avoir aussi dans un monde dématérialisé numérique. Ok. Tu veux compléter ça, Étienne? Oui, enfin, je suis d'accord avec Dimitri que une des grosses innovations, c'est ce qu'on appelle l'Internet de la valeur. C'est ce que Dimitri expliquait, Internet of Value. Et l'Internet de la valeur, on peut l'expliquer de façon assez facile. Je ne sais pas si vous connaissez les CryptoKitties ou bien les autres possibilités de collection de cartes style Panini de football. Avant, c'était des choses qui n'étaient pas possibles de faire sur Internet. Ça montre assez clairement ce que expliquait Dimitri dans le fait d'amener la propriété et des gestions de la propriété et des dynamiques de smart contract pour gérer les valeurs, gérer la rareté, gérer ce qui est unique, pour créer tout un nouvel champ de solutions. Et on commence toujours avec des choses assez anecdotiques dans l'adoption des technologies comme les CryptoKitties ou bien la digitalisation des cartes Panini. Mais ça, c'est souvent le pied à l'étrier avant qu'il y ait des solutions entre guillemets plus sérieuses qui finissent par émerger. Le monde du gaming est souvent la première sphère dans laquelle les innovations sont adoptées, quoi. Si on prend le cas d'un créateur de contenu, donc tu vois là, je fais une vidéo sur YouTube. Je fais une vidéo sur YouTube, je la publie. La vidéo peut être monétisée. Dans ce cas-là, c'est YouTube qui récolte des revenus publicitaires et qui les partage avec moi. Est-ce que vous voyez une manière dont ce type de business peut évoluer par rapport à cet Internet de la valeur dont vous parlez? Parce qu'il y a déjà de la valeur au contenu. Les contenus sont déjà monétisés. On peut déjà gagner de l'argent en créant les contenus. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter de plus, cette évolution? C'est une manière différente d'organiser les transactions. YouTube, c'est l'exemple parfait d'une institution centralisée qui, justement, décide quelles vidéos sont monétisées ou pas, et ainsi de suite. Et donc, a mis en place sa propre gestion des droits d'auteur. En fait, toi, tu crées une valeur, une propriété intellectuelle, un contenu riche, et c'est YouTube qui est l'intermédiaire pour le monétiser. Il y avait avant ça d'autres systèmes qui existaient avec la SACEM et d'autres organismes de gestion des droits. Et avec ce qu'il est possible de faire avec les NFT et les smart contracts, c'est vraiment redonner les outils aux auteurs et aux artistes pour pouvoir gérer eux-mêmes la valorisation de leur contenu. Toi, Dimitri, vu que tu as un média, donc tu as un média qui fonctionne de façon un petit peu traditionnelle, donc ça veut dire que de temps en temps, vous allez être sponsorisé pour certains contenus, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Est-ce que vous commencez déjà à voir la manière dont vous pourriez vous financer
en passant par ce fameux Internet de la valeur. Le Web3, c'est vraiment quelque chose de très large. Si on resserre un peu à la blockchain, puis encore même aux crypto, aujourd'hui, il y a beaucoup de manières de se financer. Et c'est justement, ça en lien avec le Web3, parce que ça nous redonne à chacun la possibilité d'être maître sur ce qu'on fait. Il y a des choses qui, dans le monde traditionnel, n'étaient pas possibles de faire sans passer par des moyens très traditionnels. Et aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. C'est par exemple le cas des ICO. Donc ICO, Coin Offering, c'est l'émission d'un nouveau token. Sans passer par cette technologie-là, c'était quelque chose d'impossible. Et on a vu des entreprises lever des millions, des dizaines et des centaines de millions en étant propriétaires de ce qu'ils faisaient. Donc, ils définissent un projet, ils définissent les règles, pourquoi ils vont le faire, comment, quelle est la stratégie, comment ça va se passer, quel est le plan, etc. Ils exposent ça à leur communauté, voire même au monde. Ceux qui veulent rentrer rentrent, ceux qui veulent pas rentrer ne rentrent pas, et derrière ça leur permet très facilement en court-circuitant entre guillemets tout un tas d'intermédiaires conventionnels et traditionnels de se financer. Là tu me posais la question par rapport à moi, donc nous concernant on n'a pas besoin de ça, puis on en parlera je pense par la suite. Il y a eu tellement, si tu veux, c'est surtout pour ça, tellement d'abus, et on est évidemment très prudent avec ce qu'on fait, tu vois. Il y a tellement eu d'abus qu'aujourd'hui, avec une communauté de 100 000 personnes, si je venais dire on va faire notre ICO, il y a intérêt à ce que le projet soit vraiment très solide, tu vois. C'est pour ça que les plus gros des acteurs, ceux qui sont le plus en place, etc., sont au final ceux qui en font le moins. Si on prend le cas de Hasher, un des plus gros au monde, le plus gros en France, jamais il a été question de faire une ICO, de lancer le token Hasher ou je sais pas quoi, parce que malheureusement il y a eu trop de dérives. Donc, voilà. Mais donc que je comprenne bien ce que tu décris, ça ressemble un petit peu à une entreprise qui devient publique. Mais c'est quoi la différence entre émettre des actions et émettre des tokens? Alors, il y a une différence qui est fondamentale, c'est que si tu émets des actions, c'est globalement une action, c'est une partie de propriété de l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas de manière générale avec toutes les ICO. C'est-à-dire que tu vas acheter le token de l'entreprise, tu n'achètes pas une part de l'entreprise. Donc c'est ça la différence qui est fondamentale. Aujourd'hui, par contre, il y a la possibilité d'acheter, en achetant un token ou par différents mécanismes, d'acheter aussi une part de l'entreprise. Mais c'est quelque chose de spécifique, c'est pas automatique. Et les régulateurs européens distinguent d'ailleurs les différents types de tokens. Donc, le token en tant que tel n'est pas indicatif d'un droit de propriété sur l'entreprise. Certains types de tokens s'en rapprochent, les tokens de type security. Et d'autres sont plutôt de type utility. Donc, c'est ce que tu peux faire avec le token et c'est pas la même réglementation qui s'applique. Ce sont des concepts différents et derrière le mot ICO, il y a en fait une grande diversité de réalités, quoi. Et donc, si j'essaie de résumer un petit peu, est-ce qu'une des différences, c'est que c'est beaucoup plus simple ce serait beaucoup plus simple d'émettre un token plutôt que de passer par toutes les couches de validation et de réglementation qui consistent à émettre une action. Ce serait ça la principale différence? Il y a une différence à ce niveau-là et qui change quand même pas mal la donne. Au départ, les entreprises technologiques innovantes allaient se financer dans des petits cercles restreints autour de la Silicon Valley, auprès d'un petit cercle de VC qui avait l'opportunité de pouvoir investir assez tôt. Et grâce à l'innovation ICO, pas mal d'équipes brillantes ont pu trouver un autre moyen de se financer. Et aussi, d'autres personnes ont trouvé un autre moyen de pouvoir investir dans des projets entrepreneuriaux innovants de façon beaucoup plus flexible. Et donc, est-ce qu'on est d'accord aussi pour dire que l'aspect négatif de cette facilité, c'est que, vu que c'est beaucoup plus facile de créer des tokens, le marché est submergé de choses qui ne sont pas sérieuses? Il n'y a pas de régulateur qui distingue, à la différence d'une IPO, où il faut faire un prospectus et respecter la réglementation et se soumettre aux guidelines des régulateurs financiers. Ici, il
il y a eu toute une série de projets qui ont été dans toutes les directions et même parfois de la blague à la criminalité, quoi. Et comme vous savez que j'aime bien l'argumentation, que j'aime bien les techniques de conviction, j'ai terminé l'entretien en demandant à mes deux interlocuteurs d'essayer de me convaincre d'acheter des cryptos. Regardez. Si vous deviez me convaincre, donc faire votre meilleur bull case pour me convaincre de mettre une partie de mes investissements en crypto, qu'est-ce que vous me diriez? Tu es quelqu'un qui a une grande curiosité intellectuelle, qui a envie d'apprendre et de t'enrichir, de t'outiller. Et je pense que c'est pour toi ton moteur pour t'intéresser dans la crypto. Plus que de faire de la spéculation économique casino pour t'acheter une Lamborghini. Et donc, je pense que c'est un outil qui est multifacette, qui prend du temps à être compris, qui est tellement disruptif qu'il faut apprivoiser en l'utilisant. Et je pense que ça, c'est la curiosité qui doit pousser à s'intéresser à ce type d'actifs, et d'abord avec des montants qui sont de faible valeur pour vraiment prendre la main là-dessus. Ensuite, la deuxième étape, pour moi, c'est plutôt une étape de constitution de portefeuille. C'est de se dire, voilà, j'ai des choses qui sont assez sécures dans mes investissements et pour une petite portion, je m'autorise de faire des placements qui sont plus à risque. Et là, on peut se permettre d'être dans d'autres catégories de retour sur investissement. Les retours sur investissement dans le domaine crypto sont assez élevés parce que c'est une classe d'actifs assez risquée et de fixer en fonction de son aversion au risque personnel le pourcentage de son portefeuille. Mais t'invite à considérer dans un deuxième temps tel investissement de façon raisonnée et toujours en se renseignant un maximum et en comprenant ce dans quoi on investit. Ouais, tout à fait. C'est ça que je trouve intéressant dans ce phénomène, c'est qu'il y a une nouvelle technologie, que derrière il y a une philosophie qui est intéressante, qui permet aussi de repenser un petit peu le système avec cette idée de décentralisation et de responsabilisation qui est tout à fait intéressante. Ce qu'il y a, c'est que je vois tout le temps le décalage entre cette philosophie originale et la manière dont c'est utilisé, mais justement la curiosité et le fait de sélectionner des choses au sein de cet écosystème qui sont en accord avec ces valeurs, ça peut être positif, tout à fait. C'était un bon bull case, Étienne. Me concernant, je serais sur un point qui est la diversification. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus, sans même parler de crypto. Je pense que tu es d'accord avec moi avec le fait qu'il faut diversifier, et je suis sûr que toi-même, au niveau de tes investissements dans la finance traditionnelle, tu diversifies, tu n'as pas simplement acheté tous les GAFAM. Donc, c'est ce que je vais appeler de la diversification micro, on en avait parlé la dernière fois, et moi, aujourd'hui, je te dirais qu'il faut que tu aies aussi une stratégie de diversification macro. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout acheter, il faut toujours maîtriser son risque, mais aujourd'hui, et encore plus dans le monde dans lequel on évolue et les événements tristes qui se passent en ce moment parlent pour moi, on peut voir que les repères, les choses qui autrefois étaient comme des sortes de trucs presque mystiques, jamais ça ne s'écroulera, jamais ça ne tombera, on a eu plusieurs choses qui sont passées, à commencer par 2008 et l'émergence de Bitcoin, et ce qui se passe aujourd'hui qui nous montre que, oui, un grand pays comme la Russie peut avoir sa monnaie qui perd 30% avec ce qu'on va appeler un black swan, un signe noir, quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Certains experts, évidemment, allaient vous dire qu'on aurait pu, depuis 2014, 2015, etc., ça pouvait, dans une certaine mesure, être anticipé, mais non, je pense que, évidemment, c'est pas faux de dire que ça a surpris tout le monde que Poutine se mette à envahir l'Ukraine, et donc que la monnaie perde 30 à 40% de sa valeur. Donc aujourd'hui, la diversification micro ne suffit plus. C'est plus suffisant de simplement se dire, ouais, j'ai acheté de la tech, j'ai acheté du médical, j'ai acheté des actions de bon père de famille. Il faut aussi avoir une diversification macro. Et aujourd'hui, la diversification macro passe par
considérer les cryptos. Et je dois vous avouer que même si je suis intéressé par cet univers de la crypto, par la philosophie qu'il y a derrière, par les valeurs de liberté, de décentralisation, si je suis intéressé par la technologie qu'il y a derrière, par les évolutions qu'elle pourrait insuffler, eh bien ce n'est pas au point d'en mettre dans mon portefeuille, car vous le savez, j'ai une approche de l'investissement assez conservatrice, et d'ailleurs on va s'adonner maintenant à mon geste de santé financière hebdomadaire en achetant une part de mon ETF qui investit dans les entreprises à l'échelle internationale qui versent de hauts dividendes. Alors, il est là, et comme toutes les semaines, on va en acheter une part. Cette part, on va l'acheter sans frais. Et donc, vous le savez, mon objectif, c'est d'investir dans cet ETF une fois par semaine pendant 10 ans et de voir où tout ceci va nous mener. Et je suis assez optimiste sur le fait que ça va me permettre d'augmenter mon capital tout en me dégageant un revenu passif qui progressivement va se substituer au salaire que je gagne par mon travail actif. Et pour profiter des soldes en cours sur les marchés, j'ai décidé également de racheter une part de Main Street Capital. Donc Main Street Capital qui est une boîte qui finance les entreprises de taille moyenne et qui a le gros intérêt de verser un dividende assez conséquent avec en ce moment un rendement qui est aux alentours de 6%. On passe l'achat au marché sans frais et voilà, c'est dans la boîte. Et pour finir, je vais répartir l'argent qui me reste entre Apple qui a beaucoup baissé, donc ça devient intéressant parce qu'on est passé en dessous de mon prix moyen, donc on va mettre 50 € dans Apple. Voilà, on passe l'achat au marché, il n'y a pas de frais, c'est très bien. Et on va également mettre 50 € dans Starbucks, parce que voilà, je pense que c'est quand même une entreprise qui a des belles perspectives et qui s'est fait un peu injustement massacrer par le marché. Et voilà, c'est dans la boîte. Et je vous rappelle que si vous voulez m'accompagner dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, merci d'avoir passé ce moment avec moi, ne cessez jamais d'être curieux et ne cessez jamais d'être audacieux.